Bonjour. Nous sommes déjà en 2030. L'État a mis fin au financement de l'éducation. Les dispositifs ont disparu, les écoles s'essoufflent, il n'y a plus d'innovation. Ce scénario semble extrême et pourtant, on y est. Plus de 12 000 projets dans l'éducation ne voient pas le jour. Pas faute d'idées, pas faute de besoins, mais faute de financement et de visibilité. Moi, c'est Sarah. Je suis la fondatrice de MyMojo Crowdfunding, une plateforme unique dédiée au financement de l'éducation. En 2024, le secteur de la Green Tech a levé plus de 2 milliards d'euros. l'EdTech, lui, à peine 200 millions. Et pourtant, ce sont deux secteurs qui préparent l'avenir et l'éducation. Alors, il est temps de secouer nos modèles, de réveiller notre rapport à l'éducation et à son financement. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir un entrepreneur et un auteur qui incarne ce réveil mieux que quiconque, Bruno Sola. Auteur du livre Wake Up, 10 propositions pour une éducation nouvelle génération. Bruno, je t'invite à t'asseoir, on va partager un petit moment tous les deux. Déjà, bravo, tu as défié la ligne 12. Je suis un peu essoufflé, j'ai couru. Voilà, je devais préparer un verre d'eau exprès. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bruno, ton livre est un véritable manifeste. Tu l'as écrit en 2022. Tu parles d'un système scolaire qui étouffe les talents et d'un besoin urgent de réveiller l'école. Avant d'en parler, quel est ton parcours? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, mais moi donc je suis ce que j'appelle un poisson rouge. Donc je n'ai pas eu le parcours de tout le monde. Je fais partie des 100 000 décrocheurs scolaires par an qu'on a en France depuis 30 ans. Et j'ai eu la chance dans mon parcours finalement d'avoir, en étant autodidacte, j'ai eu un accident de vélo à l'âge de 12 ans, j'ai raté l'école pendant 1 an et à partir de là, quand je suis revenu, j'ai un petit peu galéré. Mais à partir de 18 ans, j'ai trouvé une entreprise qui tentait le recrutement sans diplôme. J'y suis rentré, j'y suis resté 6 ans. Ça a été l'école de la deuxième chance pour moi. J'ai beaucoup appris, et notamment sur moi et sur les autres. Et à partir de là, j'ai fait une rencontre dans ma vie qui a changé la suite. Et donc, j'ai voulu entreprendre, comme tu le fais, avec brio. Et je suis content d'être là pour toi aujourd'hui. Et donc, j'ai lancé en fait à l'époque une entreprise dans le monde de la formation, qui était à l'époque un monde que je vais qualifier d'assez atomisé, mais sans être péjoratif, qui était à l'époque un peu en noir et blanc. Le digital n'était pas trop présent. Et moi, j'avais 2 idées. Je pensais que la formation était utile à chaque individu. Moi, j'en avais été privé, j'avais vu les conséquences. Et je pensais que 2 choses, c'est qu'elle devait être un plaisir pour les apprenants. Donc, ils devaient prendre du plaisir à se former. Et elle devait être performante pour ceux qui investissent dans la formation, notamment les entreprises dans le secteur dans lequel j'étais. Voilà. Et à partir de là, j'ai eu une belle aventure pendant 15 ans. Et puis, j'ai cédé, il y a quelques mois, cette entreprise à un grand groupe pour l'emploi. Voilà. Bravo, merci. Tu proposes 10 leviers pour transformer l'école. Comment est né Wake Up en 2022? On est après le confinement, le Covid. Pourquoi tu as écrit ce cri du cœur pour l'éducation? Alors moi j'ai opéré dans le monde de la formation professionnelle, mais en fait je me suis très vite intéressé à l'éducation, d'abord parce que je suis devenu papa, donc déjà c'est une obligation. Et puis du coup on a été confronté finalement à la réalité. Et puis j'avais lu un bouquin à l'époque aux États-Unis qui était sur le long life learning, donc en gros l'éducation et la formation tout au long de la vie. Et je voulais finalement casser la barrière qui existait entre les fractures pédagogiques et numériques que je voyais dans le monde de la formation pro et celles finalement que je constatais en tant que parent et au contact des élèves, des enseignants, etc. Donc en fait je me suis dit, j'avais vu le président de la République, qui est encore en exercice aujourd'hui, qui avait dit qu'il voulait faire de l'éducation la mère de toutes les batailles. Et je me suis dit, chouette, il a raison. Et du coup, je me suis dit, je vais aller à l'Élysée, à Matignon, pour lui proposer 10 choses concrètes pour avoir une stratégie pour la France, pour les jeunes, pour l'éducation. Et avant de faire ça, j'ai fait une enquête Ipsos pour m'assurer que j'étais pas le seul à penser qu'il fallait le faire.
Et j'ai eu le plaisir ou l'effroi de constater qu'on était tous à peu près pareils, parents, enfants, enseignants, à voir qu'il fallait réinventer tout ça au moment où le monde change beaucoup et où le travail de demain démarre aujourd'hui dans nos écoles. Tu l'as co-construit aussi avec des enseignants, ce livre? Comment ça s'est passé? Alors oui, d'abord j'ai rencontré une personnalité en dehors de la France, c'était en Belgique, qui s'appelle Bruno Hembig, parce que quand on a le parcours qui est le mien, et quand on est entrepreneur, et quand on s'attaque à ce qu'on appelle le mammouth à l'éducation, ben, il faut avoir des gens plus intelligents que soi autour. Et donc j'ai pris Bruno, qui a le même prénom que moi, mais qui a un background beaucoup plus solide que le mien. Et donc on a fait ce travail-là pendant 8 mois, lui et moi. Moi avec ma vision très terrain, très opérationnelle, très simple au final, et lui avec une vision beaucoup plus étoffée. Donc on a fait ça, et puis après, en effet, j'ai rencontré 100 enseignants, un peu partout en France, puis des parents d'élèves, etc. Plus on a fait une enquête d'opinion auprès d'eux, avec Ipsos notamment, et tout ça nous a donné finalement des idées modestes qui, tu l'as rappelé, on s'en sortit en 2022. Et en fait, je suis hyper triste. Je suis hyper content de venir ici, mais je suis hyper triste de voir que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On va te donner le mojo, t'inquiète pas. Tu dis dans ton livre, l'éducation ne doit pas être subie, elle doit être choisie, et ça rejoint complètement la vision de MyMojo. Faire de l'investissement éducatif un acte de société. Il y a des plateformes de financement participatif dédiées à la green tech, à la climate tech. Il n'y en avait pas pour l'éducation. Et c'est pour ça que je m'attaque à ce mammouth, et pas toute seule, donc merci. Selon toi, que manque-t-il justement aujourd'hui pour que l'éducation devienne une vraie cause nationale au même titre que la planète? Je pense qu'il manque pas grand-chose en vrai. Parce que plus les mots MAUX sont importants, plus les gens se réveillent, sans jeu de mots. Et c'est pour ça que j'ai soutenu ton initiative, parce que y a toi qui fais ça, mais il y a plein de gens, je vois qu'il y a Oriane qui va nous rejoindre après, elle voit au quotidien des jeunes entrepreneurs, entrepreneuses qui ont des idées. Et donc je pense qu'il manque pas grand-chose, parce qu'en fait, au quotidien, les gens voient que le monde change, l'arrivée de l'IA bouleverse encore plus tout ça. Et en même temps, on voit que l'éducation est un socle sociétal fondamental en fait. Donc on est tous attachés à ça. Et la bonne nouvelle, c'est que nos enfants n'attendent pas aussi pour faire cela. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils téléchargent des services numériques. J'ai fait un post ce matin sur LinkedIn pour saluer l'initiative de Caroline Métro sur Nomade. Mais voilà, donc moi j'ai de l'espoir là-dessus. Par contre, ce qui manque, pour être transparent avec toi, pour moi, c'est une stratégie. C'est d'ailleurs ce que j'ai défendu quand j'ai poussé la porte de l'Élysée et de Matignon, en disant mais c'est quoi la stratégie de la France? Au-delà des 500 millions, au-delà des milliards d'euros, etc. On est où? On va où? C'est quoi le cap par rapport à ça? Mais je pense qu'il manque aussi du courage politique. Je me permets de le dire, donc je ne viens pas comme un militant, hein, je suis apolitique, mais je pense qu'il manque du courage politique pour faire vraiment de l'éducation la mère de toutes les batailles, et donc des décisions concrètes, tangibles, que l'on peut mettre en œuvre assez rapidement. Je vais en citer une aujourd'hui qui me tient à cœur tout particulièrement. Nos enfants ont de plus en plus de devoirs à la maison, et c'est de plus en plus difficile pour les parents. Donc moi j'en ai 3, j'ai la chance, le privilège d'avoir parfois les moyens d'avoir de l'assistanat, et puis j'ai ma femme aussi qui ne travaille pas et qui travaille beaucoup avec les enfants. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est que tout le monde puisse profiter, et nos enfants avec. Et dans un monde où on discute en ce moment sur les heures de travail, nos enfants, eux, travaillent après l'école et travaillent le week-end, au lieu de faire du sport, au lieu de profiter de leur famille. Mais ça, c'est quoi? C'est quelque chose que j'aborde dans mon livre, c'est le temps de travail, c'est les matières prioritaires, les matières secondaires, les matières premières. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir tout ça pour que justement nos enfants travaillent mieux à l'école, que nos profs aient aussi plus de temps pour eux, et que derrière, les parents et les familles puissent mieux vivre derrière. Je te remercie. Par rapport à ce manque de courage, moi j'ai choisi le collectif. Je crois que tu es un sportif aussi. Un petit peu. Voilà. Et il y a un collectif qui existe déjà, l'écosystème EdTech, qui s'organise aujourd'hui avec des solutions qui émergent. J'ai mes petites fiches. Et c'est le bon moment d'en parler avec celle qui fédère toute cette filière. J'accueille Oriane Ledroit. Nous sommes tous l'EdTech. Je te laisse prendre possession de ce petit fauteuil. Oriane, tu vas sans doute le dire, tu gères aujourd'hui une association qui s'appelle EdTech France, qui réunit plus de 600 acteurs, des startups, des écoles, qui réinventent la manière d'apprendre et de transmettre. Après tout ce que vient de dire Bruno, comment toi tu vois cette bascule de l'écosystème français? Le secteur de l'EdTech est-il assez mature aujourd'hui?
Bonjour à toutes et à tous. Merci Sarah pour l'invitation. Je suis ravie d'être aux côtés de Bruno parce que je partage tout ce qu'il vient de dire. Et également sans doute la frustration que ce qui a été écrit et ce qui a été dit a déjà été dit et redit dans le passé. Moi, ça fait 2 ans que je suis à la tête de l'association EdTech France, donc c'est vrai que on fédère à la fois les entrepreneurs et les entrepreneuses, dont certains vont pouvoir présenter ce qu'ils font, mais également tous ceux qui ont un intérêt à faire en sorte que cette filière soit visible, lisible, de plus en plus mature également. Donc tu citais les écoles, il y a beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur notamment, d'entreprises aussi qui ont un intérêt à faire grandir cette filière. Moi, je pense que le paradoxe principal aujourd'hui, c'est qu'on a justement des solutions qui sont éprouvées, souvent plébiscitées, que ce soit par des enfants, élèves qui les utilisent hors de la classe, mais aussi par des enseignants et des élèves qui les utilisent dans la classe, par des chefs d'établissement, etc. De plus en plus robuste et mature au sens du produit technologique, des liens au-delà des liens avec les utilisateurs, des liens aussi avec la recherche scientifique, etc. Et que pourtant, malgré cette maturité, malgré cette robustesse, malgré cette acceptation, malgré aussi tout le temps qu'un certain nombre d'enseignants, d'élèves passent à justement intégrer ces outils dans leur pratique pédagogique, rien ne se passe, ou en tout cas rien de suffisamment massif pour engendrer le changement qui est, à mon avis, nécessaire. Je ne crois pas que ce soit un problème du côté de la filière, même s'il y a un certain nombre de choses qu'on continue à faire, notamment continuer à travailler sur justement la question de la robustesse, ou en tout cas l'adaptation des produits technologiques, des solutions éducatives aux besoins des praticiens en fait, de l'éducation. Et même si de toute façon toute innovation nécessite un travail perpétuel sur son adaptation au contexte d'apprentissage, etc. Je pense que c'est vraiment une immaturité et institutionnelle et politique qui fait que on ne passe pas à l'échelon supérieur. Il y a même presque un plafond de verre auprès des EdTech. Et c'est problématique parce que nous, le message principal qu'on porte aujourd'hui, c'est qu'en fait, on n'a plus le temps. Et je pense que le sujet doit se placer au niveau où je vais le placer, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler de l'enjeu de la souveraineté technologique. On avait même un sommet hier franco-allemand sur cette question-là, avec une prise de parole encore forte d'un certain nombre de responsables politiques, y compris au plus haut niveau de l'État aujourd'hui. Mais en fait, ce qui se joue, nous, du côté de la filière EdTech, c'est l'élaboration des standards d'apprentissage à l'ère des technologies. Si la France, l'Europe, n'ont pas des entreprises françaises et européennes qui contribuent à l'élaboration de ces standards, c'est-à-dire les EdTech, si on n'en a pas, alors, dans 2, 3, 10 ans, les usages d'apprentissage par les technologies, qui de toute façon seront là, seront des usages qui passent par des solutions américaines, chinoises, et des algorithmes qui ne sont pas conformes et cohérents avec nous, notre philosophie, notre histoire, nos valeurs, nos principes démocratiques, etc. Et ça, c'est le vrai problème. Il n'y a pas qu'un sujet de technologie ou de souveraineté technologique, il y a un sujet de souveraineté éducative. Et je pense que c'est maintenant où on sera dans le dur très rapidement. Je te remercie, Oriane, je suis d'accord avec toi. Donc, la filière est bien mature, les solutions sont là, on a un vrai enjeu de souveraineté française et européenne. Et c'est tout l'enjeu de mettre du coup l'investissement citoyen au service de cet impact hyper positif qu'est l'éducation. Et donc, c'est exactement le rôle de MyMojo. Nous avons créé cette plateforme d'investissement citoyen qui permet à chacun, à partir de 1 euro, de financer un projet. Donc on accompagne des associations, des écoles et des startups EdTech qui agissent concrètement pour transformer l'éducation avec intelligence et brio.
Et donc c'est pour ça qu'on a 5 projets aujourd'hui qui vont venir pitcher leurs solutions. Donc j'accueille le premier pitch, Aliade Éducation. Bonjour à tous. Oula. Donc je m'appelle Anthony Troublé, je suis le fondateur d'Aliade Éducation et je suis ravi de vous parler aujourd'hui et je remercie MyMojo de nous accueillir. Donc nous en fait on a fait 2 constats, je vais commencer avec 2 chiffres mais je vais essayer de ne pas être trop pénible. Le premier c'est que si vous avez un diplôme du supérieur, vos enfants ont eux aussi 6 fois plus de chances d'avoir un diplôme du supérieur que si ce n'était pas le cas. Le deuxième chiffre, alors on a parlé des 100 000 décrocheurs par an. Le deuxième chiffre, c'est qu'aujourd'hui, à l'entrée en 6e, il y a à peu près un enfant sur 2 qui ne se sent pas bien à l'école. Et donc, nous, ce constat, on considère qu'il est inacceptable. Si vous êtes là, vous devez partager ça. Et on pense qu'essayer de pallier cette situation, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Donc moi, je suis ingénieur. J'ai suivi un DU de neuroéducation il y a quelques années. Et avec quelques enseignants, on s'est posé la question, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour que, à l'école, tous les enfants puissent ressentir des émotions en lien avec les apprentissages, des émotions positives, pour qu'ils puissent aussi manipuler des concepts qui sont parfois trop abstraits. L'idée derrière ça, c'est de briser toutes les pensées limitantes qu'ils peuvent avoir pour tout un tas de raisons. Et donc, ce qu'on a développé avec ces enseignants, ce sont des salles immersives nomades interactives. Alors, ça semble barbare comme terme, mais il faut imaginer en fait un genre de futuroscope, une géode mobile, qui peut accueillir une classe entière, qui est interactive et dans laquelle on met des expériences avec une pédagogie à la C'est pas sorcier ou Il était une fois la vie. L'idée, c'est vraiment de vivre les apprentissages, de faire toutes les sorties scolaires qu'on ne peut pas faire en vrai. Et donc, la clé, au-delà de ça, c'est qu'on le propose aujourd'hui pour moitié moins cher qu'une sortie scolaire habituelle, ce qui le rend hyper accessible dans tous les établissements. Donc on a commencé il y a à peu près un an. En un an, on a pu en faire bénéficier plus de 2000 élèves à travers toute la France. Et on a un Net Promoter Score des enseignants qui est supérieur à 95%. Alors vous devez vous en douter, le projet est assez ambitieux et challenge. Donc on a besoin de soutien. Le premier soutien, c'est parlez-en autour de vous. Vous avez forcément des proches enseignants ou élus que ça va passionner, ou parents d'élèves. Le deuxième soutien, c'est que mi-2026, il est probable qu'on fasse une levée de fonds pour accélérer notre développement, donc pensez à nous. Et surtout, c'est un projet d'intelligence collective. Donc si ça vous intrigue, si ça vous intéresse, venez nous voir, on n'est pas très loin et on pourra en parler avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oriane, est-ce que tu as des questions? Est-ce que vous vouliez... Non, je connais bien ce qu'ils font. Membre d'EdTech France. Exactement. Donc, et je trouve que c'est une démarche qui est assez rare dans la filière. On a moins de solutions immersives que de solutions plus classiquement disponibles sur des outils numériques. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant. Ça fait écho à plein de choses qu'on connaît par ailleurs. Tu l'as évoqué sur les mécanismes d'apprentissage ou sur les endroits où on découvre notamment la géode, tout ça. Donc moi je trouve ça intéressant. Et vous êtes arrivé il y a 2 ans chez nous, je crois. Voilà. Vous étiez tout petit, voilà, c'est ça. Et donc c'est aussi la preuve que en 2 ans on peut avancer, on peut toucher un certain nombre de concrétisations et puis viser plus haut. Donc c'est chouette. C'est un petit bijou, Aliade. Je vous invite à aller sur le stand de MyMojo et d'aller les rencontrer. C'est vraiment très intelligent. Malheureusement, le temps est coupé. Donc, merci beaucoup, Anthony. Je vais appeler un autre projet. Vous pouvez l'applaudir. Pardon. En effet. POM Labs, Karim, membre d'EdTech France également. Tu as 3 minutes. Bonjour à tous, je m'appelle Karim Sini, je suis le cofondateur de POM Labs et je suis aussi ingénieur en électronique. Donc pour la petite histoire, quand j'étais enfant, j'étais fasciné par l'idée de la mémoire informatique. Donc à chaque fois, j'enregistrais un fichier sur ma clé USB et je trouvais ça super et je me demandais qu'est-ce qui se passe vraiment dans tout ça. Et donc j'ai fait des études en ingénieur pour
pour comprendre un peu tout ça. Et donc en école, à l'école d'ingé, j'ai beaucoup aimé les cours et surtout j'aimais beaucoup les travaux pratiques parce que c'est là où on apprend le plus et on apprend le mieux. Mais le problème, c'était qu'on n'en faisait pas assez, malheureusement. Et quand on demandait aux profs pourquoi on n'en fait pas plus, la question, c'était souvent lié au matériel qui était fragile, qui était cher et que les profs n'avaient pas le temps de nous accompagner, donc on ne pouvait pas travailler en autonomie. Donc, sortie d'école, avec mon associé, on a créé POM Labs avec la mission de rendre l'apprentissage de l'électronique par la pratique plus accessible. Donc, notre solution, c'est constituant de 2 composantes, des équipements intelligents pour les travaux pratiques et une application du coup web pour accompagner tout ça. Donc concrètement, le matériel et les équipements, c'est des petits modules aimantés qui se connectent entre eux et chaque module, c'est une fonction ou un composant de l'électronique. Donc une résistance, une capa ou même une porte logique. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des circuits, de les assembler et tout cela se connecte sur l'ordi, sur la plateforme pour créer un jumeau numérique du circuit. Et dès qu'on a le jumeau numérique, on va pouvoir contrôler, on va lire déjà l'état du circuit, contrôler le circuit. Et donc, avec la plateforme, on va pouvoir créer des scénarios pédagogiques donc pratiques, donc de l'expérimentation, et des scénarios du coup pédagogiques engageants et didactiques. L'électronique, c'est vraiment partout. C'est un domaine super important. C'est dans l'IA et le semi-conducteur, c'est l'automobile, la défense, et partout dans l'industrie. C'est un domaine hautement stratégique et on pense que son enseignement doit être à la hauteur. Et donc, on apprend le mieux, on apprend les STEM mieux quand on les pratique. Voilà. Et donc, on sera heureux de vous montrer tout ça sur notre stand en détail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir. Bravo. Avec qui vous travaillez aujourd'hui? Quels sont vos clients? Alors, donc on a un lycée technique donc au Bénin, donc à l'international, et on travaille avec l'université de Rennes avec une licence d'informatique et électronique. Voilà. Très bien. Et les objectifs pour 2026? L'objectif 2026, c'est mieux avoir plus de clients en France et aussi regarder un peu à l'extérieur, aussi pourquoi pas en Europe. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Je maintenant place à Optéo Antoine, une belle solution aussi. Bonjour à tous. Je vais vous demander à tous de participer, d'abord en levant la main. Levez tous la main très très haut. Allez-y, super. Maintenant, baissez la main uniquement celles et ceux qui pensent que l'orientation scolaire est quelque chose de stressant. Moi je le pense, donc je peux le baisser la main. Parfait. Gardez la main levée les autres. Et maintenant, baissez la main uniquement si vous pensez qu'on n'accompagne pas assez les jeunes dans leur choix d'orientation scolaire. Donc, il y a une irréductible devant. Donc en fait, nous on est tous d'accord sur ce constat. Et quand on a fait ce constat avec mes 2 associés il y a 2 ans, on s'est dit que ça pouvait plus durer. Et on est fiers aujourd'hui de vous présenter Optéo. Optéo, c'est la première plateforme qui va vous accompagner dans vos choix d'orientation scolaire en créant avec vous un parcours sur mesure. Comment est-ce que ça fonctionne? L'étudiant, quand il va arriver sur l'application, il va pouvoir créer un profil et il va ensuite avoir des cartes qu'il va venir swiper. Ces cartes-là vont pouvoir lui permettre d'indiquer qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il a envie de faire, quelles sont ses passions. Et à partir de ce profil, nous on a créé un algorithme qui va venir faire matcher les écoles, plus de 90 000 formations qui sont référencées sur l'application, avec ce profil-là. Plus on va swiper de cartes, évidemment, plus les recommandations vont s'affiner. Et quelque chose qui est important à noter, c'est qu'aucune école ne peut payer pour être mise en avant. On va se baser uniquement sur le profil de l'étudiant. Du coup, vous pouvez peut-être vous demander, mais si aucune école ne peut payer, comment est-ce qu'on peut gagner notre vie, nous? Eh bien, c'est nos utilisateurs qui financent l'application. Parce qu'on a sorti, en septembre dernier, une version premium qui permet d'avoir accès à un assistant qui va vous accompagner dans la construction de votre parcours. Maintenant, vous vous dites peut-être, mais si l'application, elle est si utile, si efficace, pourquoi est-ce que moi, je vais venir payer une solution et m'engager 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an? Eh bien, vous avez entièrement raison. En fait, pour nous, l'orientation scolaire, on veut absolument y répondre de manière magistrale. Parce qu'en fait, c'est une porte d'entrée vers un marché beaucoup plus grand, celui du soutien scolaire. Imaginez un petit peu, vous êtes sur Optéo, vous swipez des cartes, et là, en quelques instants, vous avez pu créer votre parcours scolaire. Vous êtes très content, mais en fait, vous avez fait que le début. Maintenant, il faut que vous puissiez y arriver, il faut que vous puissiez réaliser cet objectif. Nous, c'est ce qu'on va faire.
On va créer un coach qui va venir identifier avec vous quels sont vos points faibles, qui va venir créer avec vous des parcours de révision et qui va vous suivre pas à pas tout au long de votre scolarité pour réaliser votre objectif. Et si jamais vous changez d'avis en cours de route, pas de problème. On va s'adapter, on va créer un nouveau parcours avec vous. Aujourd'hui, Optéo, c'est 5 personnes qui travaillent à temps plein, 5 techs, 5 passionnés. On est capable de sortir une mise à jour majeure toutes les 2 semaines. On a été rejoint par plus de on a aidé plus de 30 000 familles, on est rejoint chaque mois par plus de 5 000 nouveaux utilisateurs. Et on a plus de des dizaines de clients chaque mois. Mais on veut aller beaucoup plus loin. Si vous aussi vous partagez cette vision, si vous aussi vous voulez nous soutenir et rejoindre l'aventure, on vous invite à nous rejoindre sur la plateforme MyMojo. Merci beaucoup. Merci, bravo. Bruno, Oriane, est-ce que vous avez des questions? Non, déjà félicitations de passer à l'action, c'est bien. Je dis ça pour les 3, et puis on a touché pour moi à 3 sujets dont j'ai parlé là-dedans. Le premier, c'était le plaisir d'apprendre. Le deuxième, c'était learning by doing, apprendre en faisant. Et puis toi, tu attaques un sujet ô combien difficile quand on est parent. Je vois que madame tout à l'heure cochait de la tête, mais ouais, l'orientation, c'est hyper difficile à l'école et après, quoi. Donc c'est un gros sujet. Donc bravo. Bravo, merci. Oriane, Merci. Une question à Antoine? Non. Aujourd'hui, tu as dit que vous aviez combien d'utilisateurs sur Optéo? On a aidé plus de 30 000, sachant qu'on est sorti le 20 janvier dernier. Et là, on a 5 000 nouveaux utilisateurs qui nous rejoignent chaque mois. D'accord. Je viens d'envoyer ton appli à Caroline de Nomade Éducation, qui a 2 jeunes sur 3 qui révisent sur Nomade en France. Voilà. Avec grand plaisir. Bravo. pourrait vous parler. Voilà, c'est ça. L'énergie et le collectif en direct. Bravo. Merci Antoine. Merci à vous. On retrouve Antoine aussi sur le stand de MyMojo, stand H52. Bravo. Modco, j'accueille avec grand plaisir Hélène, cofondatrice de la solution Modco. Bonjour, je suis Hélène Azevedo et moi je vais vous parler des smartphones. Pas pour vous évoquer les dangers, on les connaît tous, mais pour vous apporter des solutions. Parce qu'au lieu de subir le numérique, nous chez Modco, on a décidé d'en faire un levier pédagogique et de faire de ce smartphone un allié éducatif. Un élève sur 2 quitte le collège sans maîtriser les compétences numériques de base, avec des disparités territoriales, sociales qui sont très fortes. Pourquoi? Parce qu'il manque des équipements. 45% des professeurs déclarent manquer de matériel ou bien de devoir travailler avec du matériel, avec des outils qui sont obsolètes. Donc on a des établissements qui ne sont pas équipés, sous-équipés, mais à côté, 9 adolescents sur 10 a un smartphone dans sa poche. Donc on fait quoi? On les interdit? On les met en pause? Chez Modco, avec mon associée Sylvie, on est convaincus qu'on doit faire mieux que ça. Plutôt que d'interdire, éduquons à l'usage, responsabilisons les élèves et faisons de ce smartphone un outil d'apprentissage. C'est pour ça qu'on a créé Modco, une plateforme qui encadre, qui sécurise les smartphones en classe en les limitant strictement à des usages pédagogiques. Son fonctionnement, il est simple, aussi simple que le mode avion. L'élève rentre en classe, il active Modco sur son smartphone pour accéder à des ressources que lui partage son professeur. S'il sort du cadre, Modco le détecte et le signale à son professeur. Pas forcément pour le punir, mais pour encourager à la responsabilisation numérique. Donc vous l'avez compris, Modco répond et restreint l'usage récréatif des smartphones pendant les temps scolaires, mais facilite également l'enseignement numérique pour tous, sans équipement supplémentaire. Depuis notre création, des centaines de professeurs, des milliers d'élèves ont testé Modco. Ils soulignent la facilité des interfaces utilisateurs, la mise au travail qui est instantanée et un engagement, un encouragement, une motivation, une attention des élèves qui est accrue. On soutient les démarches du type portable en pause parce qu'il y a urgence à agir. Mais on trouve et on préfère apporter et aborder ce problème d'outils par une solution d'usage numérique. Donc s'il y a des professeurs, des chefs d'établissement, venez tester Modco. Une solution, une campagne est en cours actuellement pour vous permettre de la tester gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Si vous êtes collectivité, repensez vos plans d'équipement individuels et favorisez l'usage des outils personnels. Merci. Et si vous êtes investisseur, venez nous encourager. On est sur les stands 52. Bravo. Merci Hélène. Bruno, une question?
Non, j'ai pas de question, mais vraiment j'aime beaucoup l'idée, donc je veux bien qu'on se parle. Merci. Mais j'aime beaucoup l'idée pour deux raisons. La première, c'est que moi j'avais dit un truc qui était le poids du cartable sur le dos, qu'ont nos enfants tous les matins, qui est souvent quasiment le poids de chaque enfant. Et à l'ère du numérique et des digital natives, c'est un peu compliqué. Le deuxième, c'est que je crois que c'était Najat Vallaud-Belkacem qui avait acheté des milliers de tablettes qui sont malheureusement restées inutilisées. Donc ça a été beaucoup d'argent dépensé pour rien. Et donc j'aime beaucoup l'idée et je pense qu'elle est très utile. Voilà. Merci. Bravo, merci. Merci Hélène. On la retrouve sur le Merci à stand H52. Dernier projet, dernière belle solution EdTech. J'accueille Adrien Portejoie. Bonjour à tous. Alors en 2025, le contexte dans lequel les jeunes de 10 à 18 ans apprennent le plus, c'est en jouant aux jeux vidéo. Près de 97% aujourd'hui des jeunes de 10 à 18 ans déclarent jouer régulièrement aux jeux vidéo. Et à côté de ça, plus de la moitié d'entre eux disent qu'ils ne sont pas motivés par ce qu'on leur apprend à l'école. Je m'appelle Adrien Portejoie et il y a 2 ans, j'ai créé Actoon pour permettre à chaque enseignant de rendre sa pédagogie la plus ludique possible. Aujourd'hui, Actoon, c'est un logiciel très simple qui permet de faire 2 choses. Le premier truc que permet de faire Actoon, d'abord, c'est que dans l'outil, tous les élèves vont être représentés par des avatars, des personnages, comme dans les jeux vidéo qu'on choisit en début d'année. Et en fonction de l'engagement qu'on va mettre dans les différentes disciplines où Actoon est utilisé, l'enseignant va pouvoir le récompenser en lui donnant des améliorations visuelles de son personnage ou carrément des pouvoirs. Par exemple, dans une classe classique au collège, on va demander à un élève de venir corriger les devoirs à faire qu'il y avait à faire pour aujourd'hui au tableau. Et l'élève, il va être plus motivé parce qu'il sait qu'il va potentiellement gagner le droit d'utiliser sa calculette lors du prochain contrôle de maths où c'est pas autorisé. Sur cette partie-là du produit Actoon, ce qu'on cherche à faire, c'est augmenter la motivation des élèves, particulièrement sur les activités classiques qu'on fait dans la salle de classe, non numériques. Le deuxième truc que permet de faire Actoon pour chaque enseignant, c'est qu'on va pouvoir ajouter du contenu éducatif sous toutes ses formes dans l'outil, même en 2025 le généré par IA. Et typiquement pour des quiz, par exemple, plutôt que de les présenter aux élèves à la caout, de la mettre de manière un peu classique avec des questions, des réponses comme on voit aujourd'hui, dans Actoon, on va tout le temps chercher à le mettre en scène. Donc, par exemple, dans Actoon, ça va être un ennemi, un boss qui va apparaître à l'écran et qui va poser les questions. Et en fonction des bonnes ou des mauvaises réponses de l'élève, il y aura des animations plus ou moins spectaculaires à l'écran, un peu comme dans les jeux vidéo. Vous l'avez compris, ce qu'on cherche à faire, c'est d'ajouter un enjeu ludique à chaque contexte et moment d'apprentissage, en particulier en classe. Et ça marche super bien. Aujourd'hui, on travaille en 2 ans déjà avec près de 200 établissements. On a beaucoup travaillé avec les académies, les rectorats et les DRAN pour faire des encadrements d'expérimentation, des bilans de plus-value pédagogique. Et les résultats sont tout le temps les mêmes. On observe une augmentation sensible de la participation des élèves en classe. On a des élèves qui demandent des devoirs à faire en plus, parce que les devoirs, ça va prendre la forme de petites quêtes, etc. Et aujourd'hui, on est sur le salon Educatech parce qu'on cherche à faire connaître cette solution, ces pratiques ludiques. Et on a même récemment ouvert notre capitale. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si, comme nous, vous partagez la même vision, qu'on peut réconcilier toute une génération avec l'envie d'apprendre à l'école. Bravo, merci beaucoup. Merci Adrien pour cette belle aventure. Gamification, ça vous parle? Est-ce qu'il y a... Tu veux intervenir, Bruno? Oui, tout à fait. La ludopédagogie, la gamification, le gaming, tout ça, ouais. Donc ça fait partie évidemment des nécessités d'apprentissage. Très bien. Tu as combien de clients aujourd'hui? Tu as dit 200 établissements. Ouais, et 200 établissements ne sont pas tous clients encore. On approche là de la centaine d'établissements qui sont clients. Et on a même signé des établissements à l'étranger cette année pour la première fois. Donc on est très content parce qu'on sait que ça marche dans n'importe quel contexte de classe, peu importe le pays. Et ton business model, il est comment? Alors aujourd'hui, on vend principalement aux établissements, aux collèges et aux lycées publics directement, voire aux collectivités. Mais l'année prochaine, on va ouvrir des licences enseignants pour que les enseignants puissent acheter directement sur notre site la licence comme ils veulent. Et on prévoit potentiellement dans 1 an de proposer une version pour les parents et d'aller sur le marché du soutien scolaire également. Très bien, merci. C'est vraiment la solution pour transformer des cours la plus ludique dont vous êtes le héros. Bravo, merci Adrien, vous pouvez l'applaudir. Je vais clôturer, on a rattrapé le retard, donc super.
N'attendons pas une énième réforme, n'attendons pas que le budget se fasse. Il y a des très très belles solutions françaises. Donc on peut construire, je pense, un secteur tous ensemble. Donc vraiment, merci à vous d'être venus. Merci à toi, Oriane, merci à toi, Bruno. On va clôturer et je vais vous inviter. Alors, vous allez peut-être faire un petit mot de clôture, comme on a rattrapé un peu le retard. Après, il y aura une dédicace de Bruno. Vous pourrez récupérer Wake Up. Voilà, donc on en a une centaine sur notre stand. Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour cette fin, Bruno, Oriane ? Je crois que tout ce qui vient d'être présenté démontre la diversité des approches et des usages qui sont pensés par les entrepreneurs et les entrepreneuses de la tech des technologies dans l'éducation et pour l'éducation sur des sujets qui sont des sujets majeurs pour lesquels soit on a testé des façons de faire qui n'ont pas marché dans le passé, soit que certaines façons de faire coûteraient bien trop cher et de toute façon ne seront pas activées, soit parce que y a des choses sur lesquelles les technologies peuvent apporter plus. Et je trouve que ça montre l'utilité de cette filière sur l'orientation, l'expérience pédagogique immersive, la question de l'apprentissage des gestes et de la formation à des métiers qui sont hautement en tension et hautement nécessaires industriels. Sur l'éducation au numérique par son smartphone et sur le jeu vidéo. Et donc voilà, je trouve que c'est une filière qui mérite d'être plus soutenue, qui mérite aussi des engagements d'investissement multiples. Il y a des fonds, il y a des acteurs un peu connus de cet investissement-là, et il y a ce que tu fais, ce que vous portez côté MindMojo qui vise à impliquer encore plus de communautés autour de la tech, et c'est super. Et puis comme les entrepreneurs l'ont dit, il y a aussi un village, et il y a plein d'EdTech qui sont présentes sur ce salon. Il y a un village des startups qui sont les plus petites entreprises, donc je vous invite à venir nous voir, venir les voir. Regardez tout ce qui est disponible, il y a plus de 60 entreprises françaises qui sont présentes. Donc venez nous voir, venez discuter, venez comprendre, venez découvrir, et on est à votre disposition pour enrichir et nourrir ces échanges-là. Merci Oriane. Bruno ? Alors moi, je vais dire 3 points et une info. Donc dans les 3 points, le premier point, c'est que bravo pour ton initiative déjà, mais je pense qu'il y a urgence. Il y avait déjà, de mon point de vue, urgence en 2022. Il y a encore plus urgence aujourd'hui parce que l'intelligence artificielle va tout bouleverser. Pour tout le monde, partout, sur l'emploi, sur les profs, sur nos élèves, sur les enfants, etc. Évidemment, il va falloir légiférer, mais ça va quand même tout bouleverser. Le deuxième point, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui sont venus sur scène, ça me rappelle une époque. Et par contre, je sais qu'il faut compter aussi sur toi, Oriane, parce que c'est une galère sans nom quand on est une start-up pour rentrer dans le monde de l'éducation. Un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, des attentes, des appels d'offres, blablabla, blablabla. Vous pouvez pas imaginer le moment de les soutenir aussi pour ça. Et le troisième point qui me vient à l'esprit, c'est beaucoup d'espoir, parce que je me dis, il y a encore de l'énergie, peut-être encore plus, c'est encore mieux. Ce que tu fais, c'est super, parce que tu vas rassembler du monde derrière, donc soutenez-la. Ça a été fait dans d'autres secteurs, notamment dans l'écologie, et c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et dernier point, c'est une information, le 10 décembre, moi j'ai vendu ma boîte en fait à un groupe qui s'appelle le Groupe Actuel, et à Samuel Tuel, que je salue au passage, qui est un acteur engagé du monde du travail. Et le 11 décembre, on va faire une grande annonce, parce qu'on va investir beaucoup d'argent sur le futur du travail, et notamment sur le futur de l'éducation. Voilà, stay tuned. Bravo. Bravo, merci. Moi je crois que quand on passe des périodes difficiles, il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent arriver. Et justement, ça nous permet d'être créatifs et de trouver des solutions. Donc merci à vous, bravo aux solutions. Voilà, donc vous avez très bien pitché, vous avez respecté le timer, c'est super. Je vous donne rendez-vous donc sur notre stand H52 pour discuter du futur de l'éducation ensemble. Merci beaucoup. Merci. Je vais demander aux porteurs de projet de venir sur scène. Bruno, est-ce que tu peux donner un livre à chacun de nos belles solutions, à chacune ?
Et on fera une photo de groupe tous ensemble. Voilà, enfin, sauf avec vous, public, pas aujourd'hui. Merci beaucoup, à très vite.